Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et bienvenue sur le podcast. Vous le savez, avec ce podcast, je vous fais partir à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des sportifs, des athlètes et des entrepreneurs. Et c'est le cas aujourd'hui parce que j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Laurie Tillman. Je pense que vous la connaissez, mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite intro pour les quelques personnes peut-être qui ne sauraient pas l'étendue du parcours de Laurie. D'abord, avant de commencer, vous pouvez bien sûr retrouver Laurie sur tous ses nombreux réseaux. Je crois qu'elle est absolument partout, quasiment. En tout cas, sur Instagram, très présente, et sur TikTok aussi. Voici donc quelques éléments sur Laurie Tillman, si vous ne la connaissiez pas encore. Élue Miss France en 2011, puis classée dans le top 10 des Miss Univers, Laurie n'est pas juste une jolie fille. C'est avant tout, je trouve, une femme d'action. Peu de temps après la remise de son titre, elle se lance dans le monde de la télévision et devient tour à tour journaliste sportive, puis animatrice pour diverses émissions. En parallèle, Laurie lance plusieurs activités. Parisienne et alors, dont on va parler, sa marque de prêt-à-porter responsable, et avec son mari, le restaurant Vida à Paris 10. Et pour la petite anecdote, pendant très longtemps, mes bureaux étaient en face de Vida. Cette démarche entrepreneuriale me touche, vous vous en doutez, évidemment particulièrement, et ce d'autant plus que l'énergie et la notoriété de Laurie font d'elle un modèle, je crois, pour de nombreuses femmes et de nombreux hommes aussi certainement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais aussi heureuse d'être avec elle aujourd'hui et de pouvoir participer, pour tout vous dire. Et ceci est une grande exclusivité à coécrire, mais c'est surtout Laurie qui l'a fait bien sûr, à ma petite échelle en tout cas, son dernier livre intitulé Happy Entrepreneur qui sort le 14 octobre. Désolée pour cette longue introduction. Non, Laurie. mais c'est trop bien. On reprend notre souffle comme ça. Tu vas le reprendre et moi je vais te remercier. Merci déjà de m'inviter dans le gratin que tu as rebaptisé d'ailleurs de ton nom, Pauline Léniaud, et que j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à écouter. Donc je serais presque un peu stressée. En plus on est chez moi, donc il y a un truc où je devais me sentir bien, mais malgré tout, tu vois ta présence. Mais non, mais j'ai la pression parce que tous ceux qui sont passés avant moi m'ont appris des choses et j'espère en apprendre. Autant à ceux qui nous écouteront. J'en suis sûre. En tout cas, je te remercie parce que vraiment, ça a été une belle rencontre pour moi. Et c'est pour ça que j'étais aussi contente de pouvoir participer une fois de plus à ma petite échelle à ce livre. Et donc, voilà, ce livre vu qu'on a les caméras, on leur montre en exclu ou pas ? On a les planches, on n'a pas le livre, mais on a les planches. C'est de l'exclu, c'est trop bien. Donc ça sera, là c'est la première de couve et là c'est la quatrième de couve. Et à l'intérieur, on aura notre petite photo avec Pauline. Exactement. Est-ce qu'on a le droit de raconter les coulisses ? Vas-y. Je sens qu'il y a un petit camion qui est en train de nettoyer la rue en bas de chez moi. Est-ce que tu veux qu'on ferme la fenêtre pour qu'on s'entende mieux ? Allez, vas-y. Allez, go. On a le droit ? On a tout à fait le droit. C'est Bonjour. L'authenticité avant tout. Oui, parce qu'il est tôt ce matin. Voilà, les gens nettoient les rues en dessous de nous. Laurie, si ça te va, ce que je voulais faire, c'est justement commencer par parler de ce sujet qui nous a rassemblés quand même, l'entrepreneuriat. Et tu sais que les personnes qui écoutent ce podcast sont assez concernées aussi par le sujet. Du coup, on va mettre, si ça te va, les pieds dans le plat tout de suite. Ouais. Et moi, je voulais commencer par parler du coup de Parisienne et alors et de Vida pour comprendre aussi pourquoi tu avais voulu écrire ce livre. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'on commence... D'où t'es venue cette idée ? Donc d'abord peut-être Parisienne et alors, pourquoi est-ce que tu as voulu lancer ta marque de prêt-à-porter responsable ? Alors déjà, il faut revenir aux prémices de ce que sont un peu les réseaux sociaux et comment en fait ces réseaux sociaux peuvent devenir une vitrine incroyable quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était un peu mon cas, c'est-à-dire que je recevais pas mal de demandes, tu vois, pour porter des fringues, pour des émissions, pour bref, dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai essayé d'être de plus en plus exigeante quant à au sourçage, on parle de sourcer des aliments qu'on mange pour mieux manger. Moi j'avais envie de mieux consommer la mode et je me retrouvais un petit peu confrontée à des obstacles où le Made in France, c'était pas toujours ce que j'avais envie de porter, c'était pas toujours des matières naturelles qui me correspondaient et je me suis dit putain, c'est quand même bête de faire de la com et de la pub finalement à cette industrie de la mode qui est la deuxième plus polluante au monde et de pas réussir à se challenger et trouver le mode d'emploi pour faire une mode qui nous corresponde à nous, femmes aux mille et une vies, et en même temps que ça soit une mode responsable. Et c'est là que Parisienne et alors, tout est fabriqué à Paris, d'où le nom, est né. Il n'est pas né de moi toute seule.
parfois dans la vie, je crois qu'il faut croire aux bonnes étoiles. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre 2 nanas qui ont été dans l'industrie de la mode, qui en étaient un peu épuisées, qui avaient envie de penser à quelque chose d'un peu plus conscient et responsable. Et en fait, je leur ai dit, voilà, moi, j'y connais rien, mais j'ai ce désir-là. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner dans la partie développement, production, où moi, vraiment, je veux pas mettre les pieds dans le plat, et je veux pas me foirer. J'ai envie de faire quelque chose qui fonctionne, j'ai envie de quelque chose qui soit séduisant pour moi d'abord, mais qui soit séduisant pour tout le monde. Et puis, je pense que donner aussi un élan nouveau à l'entrepreneuriat de la mode et toutes ceux qui aimeraient se lancer, et c'est possible, en fait, c'est pas très difficile. Il suffit d'être un peu armé, d'avoir un peu de motivation, de pas avoir peur de faire des nuits un peu courtes, et puis après, une fois que c'est là, quoi. En fait, ce que je trouve hyper chouette dans ce que tu racontes, c'est déjà l'humilité de se dire que tu vas pas tout faire toute seule. Et ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui, c'est leur bébé, c'est leur projet, et du coup, ils veulent vraiment ne rien partager, tu vois. Ils ont peur aussi peut-être de ne pas capter toute la valeur, je sais pas. Mais en fait, toi, tu as eu l'intelligence, je pense, de dire, en fait, je sais très bien faire certaines choses, je sais pas tout faire, ou en tout cas, je vais pas avoir le temps parce que tu as quand même beaucoup de choses à gérer. Ouais, non, mais c'est vrai. Et du coup, tu as fait ce choix-là. Est-ce que tu aurais peut-être des astuces, des conseils à nous donner sur ce sujet de l'association ? Là, je comprends que c'était un coup de cœur, mais en gros, comment est-ce que vous vous organisez ? Comment vous répartissez les rôles ? Mais en fait, je pense que déjà savoir déléguer, que ça soit dans son entreprise individuelle, comme moi c'est le cas, au-delà de Parisienne et alors, c'est tout bête, mais la gestion, que ce soit des émissions, des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je fais seule. Mais en fait, j'ai appris petit à petit à déléguer la partie. Il y a des parties administratives, contractuelles, légales, où au début tu fais tout seul, et c'est génial parce que c'est la meilleure, c'est le meilleur stage au monde de commencer seul. Mais derrière, il faut surtout pas hésiter à se faire aider. Alors évidemment, quand tu embauches quelqu'un qui t'assiste sur tes propres activités, il faut partir du principe que la personne en question ne pourra jamais faire aussi bien que toi. Et ça, c'est le premier conseil, c'est-à-dire on est exigeant quand on est chef d'entreprise, on est obligé de l'être, mais il faut mettre le curseur un tout petit poil plus bas parce que sinon on va pas y arriver et on va se perdre soi-même. Et derrière, nous, c'est notre entreprise, donc derrière, si il boite un peu, c'est la dégringolade à tous les niveaux. Donc vraiment être tranquille et essayer de l'être avec son exigence qu'on place toujours au max niveau. Et voilà, baisser d'un cran, et c'est le cas avec mes deux associés de Parisienne et alors, donc Alex et Dorothée, qui elles avaient des exigences tout comme moi, mais on s'est rendu compte à un moment donné que on pouvait pas tout de suite taper très fort dans une grosse collection avec des matières que personne pourrait s'offrir. Donc pareil, on a, avec ce qu'on pouvait, avec des matières naturelles qu'on essayait de sourcer, on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu, donc on a fait des toutes petites collections, et c'est très bien comme ça. Et en fait, c'est devenu notre mode de fonctionnement de faire des petites collections qui ne fonctionnent qu'à la précommande. Et si il y en a plus, il faudra juste être patient et se dire que notre haut ou notre chemise arrivera dans 15 jours, et c'est pas très grave. Et évidemment qu'on aimerait être plus productif, mais la vie d'un entrepreneur qui essaie de faire des choses bien et en conscience avec la planète, c'est pas toujours évident, donc voilà, on s'y fait. Bon, et puis en plus, ça va dans la démarche, tu vois, anti-gaspillage. Finalement, il n'y a que ce qui est commandé qui est produit, tu vois. En fait, donc, c'est ça qu'il moi, faut. je trouve ça hyper cohérent, au final, avec votre plateforme de marque. Donc, je trouve ça trop cool. Exactement. Si on revient, alors, tu peux me parler soit de Parisienne et alors, soit de Vida, où je sais que tu le fais avec Juan. Mais par où est-ce que vous avez commencé ? C'est-à-dire que quand il y a cette rencontre, ok, il y a cette idée, il y a cette envie. Et finalement, c'est quoi les premières étapes dans les deux cas ? Alors, on peut parler de Vida si vous voulez, parce que donc là, Parisienne et alors, marque de mode responsable, et Vida, qui est le restaurant qu'on a lancé avec mon mari Juan, et qui est un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire partir de ce que la terre a de meilleur à nous offrir pour la mettre dans vos assiettes, mais de manière un peu sexy, un peu twistée, un peu fun et colorée, et pas chiante, parce que la betterave, oui, ou le navet, ça peut paraître chiant. C'est ça, rendre sexy le healthy food, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait, c'est trop bête, parce qu'en France, vraiment, on a des produits merveilleux parce qu'on les a mal mangés à la cantine, comme c'est le cas de la betterave ou du céleri, par exemple. Et je sais pas, on a une mauvaise vibes avec eux quand on Moi, j'adore la betterave. Ouais, et pourtant, la betterave cuite, la betterave crue, c'est dément, quoi. Donc voilà, je te donne l'exemple de ces deux produits-là. Il n'y a pas que ceux-là qu'on développe et qu'on vous offre. Ça dépend des saisons déjà. Et bref, Vida est née de cette envie-là de créer un restaurant
consciencieux de notre environnement, de la terre, de notre organisme, de notre microbiote. Et on est parti vraiment de tous les aliments, les super aliments qui peuvent nous faire du bien à midi, surtout quand on fait un jeûne, par exemple, le matin, ou un jeûne intermittent, comme c'est mon cas. Et ben, on a envie de se lâcher le midi. Et ben voilà, c'est chez moi que j'ai envie de venir. Et je me suis créé ma propre petite cantine bien-être avec Juan, qui est chef, cuisinier, entrepreneur, restaurateur. Donc lui, il avait, pareil, voilà, tout est calé dans sa tête. Moi, la restauration, jamais j'y aurais mis les pieds. Donc, j'ai juste donné de mon temps et de mon énergie et de mon entrepreneuriat dans les choses que je savais faire. Une déco de resto, motiver un personnel et leur donner des tips pour, en fait, pour raconter l'histoire aux clients. Ça peut passer par un petit bouquet de sauge que tu mets au début sur la table des clients pour leur dire voilà, là on va se purifier. Bon, on n'est pas des gourous non plus, c'est bizarre ce que je raconte. Non, mais on a pensé à plein de petits mais tu racontes des histoires, quoi. Voilà, c'est des petits détails. Donc vraiment, je suis plus dans le côté image du restaurant, les réseaux sociaux, les photos, comment faire, le contact avec les journalistes, tout l'aspect communication, parce que c'est important quand tu te lances. Et Juan, c'est vraiment les recettes, l'embauche du personnel et faire tourner un restaurant, que moi, ça, pour le coup, c'est pas du tout ma partie. Et heureusement, parce que déjà, quand tu te lances en couple, il faut que ta vie de couple tienne et il faut que ton entreprise tienne. Donc, faut jamais marcher sur les pieds de l'un ou de l'autre. On a essayé à des moments, il a essayé de me donner des idées déco, c'était à chier. J'ai essayé de lui donner des idées d'embauche ou de cartes. Non, je suis une bonne cobaye pour goûter, mais je ne fais pas la cuisine, donc je reste à ma place. J'adore, je trouve ça hyper sain en fait. Non, mais tu vois, le nombre d'entrepreneurs que je croise et l'association, ça se passe mal parce que justement, ils se marchent sur les pieds. Et ça, je trouve ça génial que vous ayez une répartition des rôles. Alors là, elle peut paraître évidente parce qu'effectivement, t'es pas cook, quoi. Mais je trouve ça génial en fait que vous l'assumiez autant. Et du coup, j'imagine, je suis quand même obligée de te poser la question, que ça se passe très bien dans l'association entre vous. Ouais. Attends, oui, Vida va trop bien. Nous, notre couple, je vais pas rentrer dans les détails, mais on s'aime comme au premier jour et je pense que on est des challengers l'un et l'autre. Et peut-être que ça a nourri d'une certaine manière aussi à un moment donné notre couple. En tout cas, on essaie toujours de le faire, comme tu le dis, de manière saine, bienveillante et que notre priorité, c'est nous. Ce sera pas Vida, mais ça reste quand même notre petit bébé et on est trop heureux et fiers que ça fonctionne au bout de 4 ans, qu'on ait commencé les livraisons à emporter tous les deux sur notre petit vélo parce que après le confinement, la vente à emporter, nous on n'avait jamais développé ça. On a créé un labo en dessous pour que ça parte et que ça gêne pas les cuisines quand le restaurant réouvrirait. Vraiment, on a vécu des difficultés folles, mais on s'est toujours relevé et je pense que l'amour de son entreprise fait que tu es prêt à relever tous les défis, quoi. Alors, je veux quand même un peu parler du livre et de mêler toute ton histoire personnelle, tu vois, à l'entrepreneuriat et à ce livre. Est-ce que il y avait des idées reçues que tu avais sur l'entrepreneuriat avant de créer ces boîtes qui finalement se sont avérées fausses et tu t'es rendu compte que en fait, juste la vie marche pas comme ça, quoi? Ouais, je pensais que c'était impossible. Et pourtant, j'ai fait une école de commerce à Brest avant d'être Miss France, que j'ai terminée après Miss France. Donc, j'avais 19 ans, je l'ai terminée, j'en avais 22. Et même en terminant cette école de commerce, je me suis dit, bon, ça va me servir pour mes activités, mais je savais pas trop où j'allais aller et tout. Et finalement, en fait, je me suis dit, mais à quel moment je me lancerai dans une entreprise? Tout me paraissait trop impressionnant, trop grand. Et je me sentais pas d'avoir les épaules pour. Et finalement, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste un peu de jugeote, de bon sens. Et une entreprise, en fait, c'est juste la vie, quoi. On répond à des besoins dont nous on a besoin et dont la plupart en fait des Français et des consommateurs recherchent. Donc c'est répondre à des attentes et finalement c'est hyper gratifiant, quoi. Gratifiant et pas si compliqué finalement quand on sait bien s'associer, quand on sait bien manager ou en tout cas se faire aider pour manager dans le bon sens, quoi. Vous êtes quand même déjà passé par des coups vraiment durs. Enfin, il y a le confinement certainement, mais Ouais. tu vois, des périodes difficiles. Je veux bien que tu m'en parles pour qu'on sache que Ouais, tout bien n'est pas sûr. rose quand même tous les jours. Ouais. Et puis peut-être ce que tu en as appris, tu vois. Le confinement, évidemment, pour des restaurateurs, donc là je reprends l'exemple de Vida, ça a été un coup dur parce qu'au-delà des aides, les loyers parisiens sont aberrants et en fait pour tenir et pour
disons ne pas lâcher aussi les équipes, parce que c'est les équipes en fait qui peuvent prendre cher moralement. Pardon, je commence à parler de manière un peu soit comme tu veux, soit nature. Mais c'est plus simple comme ça. En fait, on leur a dit qu'on allait les garder coûte que coûte. Et en fait, pour ça, nous, il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir rémunérer l'ensemble de nos équipes. Je te parle de Vida, mais en fait, Juan, il a quand même plusieurs restaurants. Donc, en fait, ça prenait une ampleur qui n'était pas juste Vida, 28 couverts. Ça va, c'est un petit restaurant. On aurait pu survivre ou non, mais là, derrière, il y avait toute une déclinaison d'employés, parfois, qui viennent chez Vida et qui vont rendre un service à un autre restaurant de Rouen. Bref. Donc, lui, il a dit, je vous garde tous, on va trouver des solutions. Et c'est vrai que la vente à emporter était la petite lumière au bout du couloir. On s'est dit, bon, on essaye. On n'a pas les capacités. Enfin, notre restaurant, il est vraiment tout petit, quoi. Et les équipes savaient pas, tu vois, faire. Donc, on a pris notre chef en place. On a pris Mousse, qui était plongeur, qui est devenu sous-chef de... Enfin, en fait, on a fait gravir les échelons aussi aux équipes et on les a fait se responsabiliser pour la survie en fait de Vida. Et on s'est dit, allez, on se tente et on se lance dans la livraison emportée, mais sans vraiment tâtonner, quoi. On savait pas. Donc, comme je te dis, Juan, moi, on s'est mis sur notre vélo. On a livré les copains qui pouvaient nous faire un peu de com sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça a commencé à marcher. Et en fait, la livraison a explosé. Et en fait, on n'a jamais mieux marché pendant la livraison que quand on avait 28 couverts à table, où finalement tu te concentres sur 2 services. Là, la livraison, en fait, tu peux faire 100 commandes le midi. Et c'est possible. Et en fait, ça nous a fait même exploser en termes de chiffre d'affaires. Et c'était inespéré, alors qu'on était en train de se casser la figure et se casser le nez, quoi. Vous avez eu un moment un peu peur ou un moment de doute, peut-être lié à ça, tu vois, quand les annonces, plus c'était tellement incertain au début? Oui et non. En fait, il y avait un truc de OK, on est tous dans le même bateau de toute façon. Franchement, tous les Français avaient peur. Nous, évidemment, parce que quand tu n'es pas salarié, tu n'as pas les mêmes aides. Quand tu es entrepreneur et que tu as 3 ou 4 boîtes, c'est une période économique où tout peut vraiment se casser la figure. Donc, Parisienne et alors, c'est pareil. Je me suis dit, mais comment on va réussir à survivre, à garder nos équipes dans les ateliers parisiens, le service après-vente. Et pareil, on a tout conservé. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait... alors c'est rigolo, hein, mais tu vois, comme quoi, dans toute peur, angoisse, il ne faut jamais faut jamais prédire quelque chose de mauvais ou de négatif va arriver sans savoir, parce que finalement, tout peut se renverser dans le bon sens. Je m'explique. Moi, j'étais persuadée que tout allait... tu vois, c'était presque un peu la fin du monde et que nos entreprises pouvaient s'éteindre. Au contraire, plutôt que de faire des plans sur la comète en disant « Oh là là, et si, et si, et si », non, OK, on agit, on garde nos équipes. Parisienne et alors, on n'a jamais réussi à conforter, en tout cas à donner confiance à tous ceux qui achetaient sur Internet pendant le confinement, parce qu'il n'y avait pas le choix. Les magasins étaient fermés. Nous, on ne vendait que sur Internet. Et en fait, les gens se sont mis à consommer des fringues parce que ça leur faisait plaisir, que c'était leur moment à eux de réconfort. Et en fait, on n'a jamais eu autant de commandes pendant ces 2 mois que pendant le confinement. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut rester focus, et même un moment de down comme on a tous connu pendant ce confinement et d'incertitude peut devenir quelque chose de positif dans l'avenir, quoi. Le mindset, c'est la vie, quoi. Voilà, là où on veut en venir. Mais c'est ce dont on raconte dans ce livre de challenge autour de la vie d'entreprise. Ouais. Et justement, à ce propos, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent avoir le bon état d'esprit, rester, tu vois, positif et tout, mais c'est pas toujours facile. Je pense que s'il y a bien une personne qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de très positif, c'est toi, Laurie. On le voit, tu as une énergie, une joie de vivre, en fait, qui est assez dingue. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as voulu écrire ce livre, pour donner un petit peu, transmettre cette joie de vivre. Comment tu fais, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, justement, pour avoir autant la pêche? Alors, c'est très général, mais tu vois, quand tu as un coup dur, quand tu as un truc qui juste te fait chier, quoi, et sûr. Vraiment te turlupine, t'empêche de dormir la nuit, je peux imaginer que ça t'arrive même à toi. Comment tu fais pour aller au-delà et te dire non, c'est bon, je continue et je trace ma route?
Bah déjà, tu as passé le pas de ma porte tout à l'heure et il y avait de la musique. Ouais. Donc, je trouve que la musique le matin pour se mettre en jambe et que tu sois dans un bad mood ou dans un bon mood, bah c'est comme ta garde-robe, hein, tu vas mettre une musique qui te fait du bien. Et je pense qu'on a tous une musique qui nous fait du bien le matin pour se redonner la pêche, le sourire. Et moi, je ne m'empêche pas de danser dans la douche pour me donner de l'élan pour une journée qui va peut-être être longue et laborieuse. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour le matin. Il y a un exercice qui est assez rigolo et dont j'aime bien parler. En fait, le sourire, notre cerveau, que ce soit un sourire sincère ou un sourire forcé, il fait pas la différence. En fait, ça va nous amener toutes les hormones du bonheur de la même manière, au même moment. Donc, même si t'es pas au top ce matin, tu peux te forcer à sourire de cette manière et te dire que tout va bien, que tu es belle, que tu as confiance en toi, que tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans ta journée. Et en fait, ton cerveau, il va le synthétiser et en fait te donner la gouache et le boost pour que ta journée soit celle que tu décides de mener. Donc, ce que tu es en train de dire, en gros, si j'essaye de bien comprendre, c'est pas pour reformuler, mais c'est en gros, tu utilises ton corps et ce Ouais. qui se passe dans ton corps pour changer ton état d'esprit, quoi. Ouais, bah c'est la meilleure entreprise qu'on puisse avoir et il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, mais notre corps il fait tellement de trucs à notre place auxquels on ne réfléchit même pas. Quand tu digères, est-ce que tu es en train de penser alors là il faut que je digère, comment je vais faire? Non, en fait on se fait des nœuds dans le ventre pour des soucis Ouais. au quotidien qui finalement, enfin il y a un moment donné il faut juste prendre le recul nécessaire et notre corps est un objet magique quoi. Et il fait plein de trucs tout seul. C'est comme s'endormir le soir. Alors oui, on peut avoir du mal à s'endormir, mais le moment où tu vas trouver le sommeil, enfin, c'est ton corps qui te dicte que tu es fatigué, que tu as besoin de te reposer pour emmagasiner les connaissances que tu as appris dans la journée ou justement pour te faire passer une meilleure le lendemain. Donc, il y a un moment donné, il faut juste relativiser sur nos petits soucis, notre bad mood, parce que putain, on a un corps, on a une tête, on a un cœur, et tout ça, ça fonctionne. Ah ouais. Donc, ça aussi, c'est cool de s'en souvenir. Clairement. Bah écoute, conseil à appliquer. Je vais essayer maintenant le matin de me regarder dans la glace en disant Tu m'enverras des petites vidéos. Ouais, Mais c'est ça. en plus, tu peux partir en fou rire. Ça te fait C'est clair. naturellement partir en fou rire. Et ça, c'est cool. Ça peut être assez marrant. Ouais. Et puis je pense que ton mari, copain ou les Ouais. personnes autour de toi doivent aussi se dire. Ah ouais, non, mais ça, on peut le faire tous les deux. Mais après, quand tu te réveilles. Moi, j'ai pas besoin de le faire quand il y a Juan qui se prépare à côté de moi parce qu'on se marre quoi qu'il arrive. Et se marrer, c'est important. Ouais. Se marrer avec ses enfants, se marrer avec sa femme, son mec, se marrer, ouais, dès qu'on peut, en fait. Mais 3 rires sincères par jour, ça te fait vivre plus longtemps. J'aimerais juste revenir encore un tout petit peu sur l'entrepreneuriat. J'ai une dernière question. Alors, je saute, on parle de rire et là, je vais te poser une question. On fait un 180 total, je te préviens. Mais est-ce que tu acceptes de parler un peu de finance? Ouais. Parce que je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez, notamment dans les podcasts et même dans la vie. Et en fait, il y a plein de gens juste du coup qui ont aucune notion, tu vois, de combien quelque chose coûte, Ouais, bien est-ce qu'ils sûr. peuvent se permettre ou pas. Et du coup, là, vous avez lancé plusieurs entreprises. Et comment est-ce que tu finançais ces activités? Enfin, comment tu y réfléchissais? Est-ce que vous avez dû emprunter de l'argent? Est-ce que tu Ouais. avais suffisamment d'économies pour le faire? Je veux pas du tout que ça te mette Ouais, mal à ouais. l'aise, mais Non, je non, pense pas que du c'est tout. utile, tu vois, Il y a eu d'en des parler. deux. Il y a eu des deux. Pour Vida, par exemple, avec Juan, moi, j'ai racheté des parts. En fait, ce restaurant existait déjà, mais il n'était pas conçu de la même manière. Enfin, c'était totalement différent avec une autre association que Juan avait avec un chef brésilien auparavant qui a voulu partir vers de nouvelles aventures. Et plutôt que de vendre ce restaurant-là, Juan m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on s'associe à 50-50 et qu'on tente l'aventure d'un restaurant qui correspondrait aux méthodes de bien-être que je venais de lancer à l'époque, donc au top, tonique organique positive, et où la part, la part nutrition était hyper importante, et Juan m'avait beaucoup aidé là-dedans. Et je dis, bah ouais, c'est quand même trop bête, l'emplacement, il est quand même sympa, il est à taille humaine, et moi, ça me fait pas moins peur que, tu vois, de me lancer dans un restaurant à 100 places. Donc, écoute, je rachète les parts de ton ancien associé, pas de souci, donc on s'est entendu là-dessus. Au début, non, d'ailleurs, j'avais pas 50%. Je me sentais pas d'avoir les épaules pour. J'ai dit, je prends 30%. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, quand ton entreprise fonctionne et marche, je suis rentrée en égo avec Juan. Je dis, bon, je trouve que globalement, on est motivé à 50-50 sur ce restaurant. On a envie qu'il marche. Et surtout, d'ailleurs, après le confinement,
Gila, vraiment, j'ai envie de me donner à 1000%. Enfin, ça m'a redonné l'envie de me battre encore plus fort pour mon resto. Mais pour ça, j'ai aussi envie d'avoir la petite carotte devant mes yeux. Donc, est-ce que je peux te racheter 20% de tes parts? Comme ça, on a 50-50. Enfin, tu as toujours 51-49, tu sais comment ça se passe. Et c'est donc, très équilibré, quoi. Et donc, c'est encore plus équilibré. Ça n'a rien changé, hein, parce que j'étais aussi motivée avant. Mais je sais pas, maintenant, tu vois, on a une force de développement qui fait que tu as envie de te bouger. Alors, pour ça, on n'a pas... moi, j'ai pas emprunté, j'avais des économies. Et en fait, j'ai sorti simplement tout ça de mes économies. Donc évidemment, c'est une entreprise, donc moi j'avais déjà une société. Donc en fait, j'ai simplement modifié les statuts de ma société au moment où je me suis lancée dans la restauration avec Juan. C'est pas plus compliqué que ça, donc je me suis fait accompagner d'un juriste. Pour les parts, c'est pareil. Bon, c'est pas moi qui le fais, hein. Oui, T'as oui. quelqu'un qui t'aide de toute manière et t'es obligé de le faire comptablement et légalement comme ça. Donc si tu t'y connais pas en chiffres, c'est pas grave. Il y a toujours des gens qui t'aident pour ça et moi ça me saoule, mais je suis obligée de passer aussi par là. Et pour la partie prêt, oui, on a emprunté pour Vida, pour la refonte totale du lieu, parce qu'en fait, on avait beaucoup de travaux au départ, et on l'a refait au moment de créer un laboratoire en fait, dans le sous-sol, dans la cave de Vida, qui nous servait d'entrepôt auparavant. Et ben, on a créé une deuxième cuisine post-confinement, quand on a vu que la vente à emporter se portait bien, on a dit, voilà, en fait, c'est deux entités différentes. Et pareil, on a emprunté pour faire les travaux en bas. C'est cool, là aussi, tu vois, je trouve dans votre relation quand même que vous arriviez à avoir ce genre de discussion. Enfin, tu me dis que vous êtes extrêmement amoureux et tout, mais c'est pas si évident quand même, je pense. Non, mais ça n'a pas été évident. T'as été un peu stressée quand même Ouais, parce que Juan est quelqu'un de très... tu auras l'occasion peut-être de l'interviewer et ça serait intéressant parce il a une âme business, mais qui est tellement développée. En fait, si tu veux, il est arrivé à 18 ans en France avec l'envie de bouffer le monde sans parler la langue, avec pas un sou en poche. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'il est à la tête de 12 restaurants, en fait, il a vraiment l'amour de son métier de chef, des produits et de créer des espaces et des lieux de vie pour le faire vibrer, parce qu'il n'a pas sa famille. Donc, sa famille, c'est ses clients, c'est ses employés. Mais à côté de ça, en fait, c'est un dur à cuire lorsqu'on parle d'affaires, quoi. Donc même face à sa femme, ça n'a pas été toujours simple. Mais voilà, on a chacun. Moi, je suis plus sensible, donc forcément, je sais que ça va être dur de le confronter sur ces questions-là. Mais en fait, j'ai joué de mes charmes et lui aussi, et on s'en est sorti. Alors, ça m'amène à une question. J'avais pas prévu de te la poser, mais ça m'intéresse. C'est, tu disais que tu es quelqu'un de sensible et je peux un peu le percevoir. Est-ce que c'est dur pour toi d'avoir des conversations difficiles, ou est-ce que tu as réussi à progresser là-dessus, à justement savoir dire non? T'es hyper sollicité, savoir dire ok, non, là, ça va pas être possible. Enfin, tu vois, un peu en fait, prendre la place qui t'est due et pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Ouais, et tu vois, rien que quand tu évoques ça, ça me fait monter les... Tu sais, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est nul de dire c'est parce qu'on est des femmes, mais il y a un truc, en fait, où tu as la gorge qui s'enraye un peu et tu as les larmes qui commencent à monter et tu sais pas pourquoi. Mais oui, j'ai toujours du mal à dire non. Et oui, j'ai toujours du mal à rentrer dans une discussion un peu armée quand tu dois recentrer tes équipes ou leur admettre que tu as été déçu sur tel ou tel point. C'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose qui est pourtant essentiel si on veut durer. Mais oui, j'ai progressé. Grâce aussi à notre collaboration, même si elle était un peu platonique dans ce livre-là, mais on a chacun donné notre part, et de lire aussi, toi, ta manière d'entreprendre et de gérer ce genre de difficultés et de sensibilité auxquelles on est tous confrontés. Et heureusement qu'on est sensible, parce que sinon, on ne gérerait pas nos entreprises de cette manière-là. Et on n'attirerait pas aussi les gens qui nous suivent pour ça. Mais j'ai beaucoup appris et j'apprends encore au quotidien à ton contact aussi. Et j'aimerais te lancer la même question. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir comment Pauline Léniaud fait pour gérer ses équipes quand il y a un truc qui ne va pas, et comment tu fais pour ne pas te laisser submerger par tes émotions.
Bah après, tu vois, moi, ce que je constate, ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout que avec les équipes. Ça peut être avec la famille, Ouais. avec des amis. Moi aussi, comme toi, je pense, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime bien les gens. Mm, Et du coup, j'avais beaucoup de mal à dire non. Et en fait, je pense que je me faisais pas mal bouffer, mm, enfin, comme beaucoup de gens, mes femmes d'ailleurs. Et au final, j'ai pas vrai. Je pense que je suis passée moi dans ma vie, je sais pas si tu as vécu ça, mais par une période très très difficile. Je dirais un peu de dépression. J'ai pas été mm, diagnostiquée, mais très dure. Et en fait, quand tu touches le fond, à un moment donné, tu es obligé de faire le tri. mm, Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais pas bien, c'est parce qu'en fait, je vivais un peu pour les autres, tu vois. Et que je vivais plus pour moi, et que je savais même pas ce que je voulais, et que j'essayais tellement de faire plaisir à tout le monde que finalement, tu mm, vois, j'étais mal. Et c'est quand j'ai un peu repris cette confiance en moi, qui est pas une confiance genre j'écrase les gens, mais plus en mode, bah en fait, quand je pense qu'il faut aller dans cette direction, je le dis et je mm. l'assume. Et si quelqu'un veut pas aller dans la même direction, c'est pas grave, mais je lui dis qu'en fait, c'est pas ma direction et que s'il veut venir avec moi, il faut qu'il change, tu vois. Ouais. Et c'est pas toujours facile, encore pour moi, hein, mais maintenant, au moins, je suis beaucoup plus claire, si tu veux, sur le fait de pas mettre de l'agressivité dedans, mais juste dire c'est comme ça, quoi. Mm. Et j'ai pas tellement d'astuces. Je pense que c'est très personnel comme travail Ouais. à faire. Ah, c'est une introspection, hein, tout simplement. Mm. Et pour rebondir là-dessus, je trouve, et j'ai eu le sentiment, je ne sais pas si la période difficile dont tu parles est arrivée avant ou pendant le confinement, mais le confinement nous a permis de faire un tri sélectif, enfin pas sélectif, mais un tri social Ouais. de notre vie parfois à 1000 à l'heure. Enfin, tu vois, il y avait moins de soirées, moins Mm. d'événements où tu dois être, moins de dîners que tu... Enfin, tu vois, tu savais pas trop comment tu pouvais gérer. Donc, en fait, tu étais avec ton noyau dur de gens qui te font du bien. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais bah, j'ai juste besoin de ça. Enfin, Ouais, ouais. tout le reste de mes amitiés un peu superficielles, professionnelles, enfin, ils m'apportent quoi? Ils seront à mon enterrement quand je vais Non, y mais passer. clairement. Et en fait, c'est tout bête, mais je trouve que depuis cette période-là, bah, ça nous apprend aussi à faire le tri sain dont on a besoin, nous. Exactement. Et je pense que ce travail, bah, toi, par exemple, c'est bête à dire, mais le fait de le matin ne pas manger, garder ce moment pour toi aussi de sport, tu vois, d'énergie, de musique, c'est un choix hyper fort que tu as fait, tu vois, et que 99% des Ouais, gens, peut-être. non mais c'est bête, tu vois, Mm. mais ils vont au boulot, ils se lèvent tôt, ils vivent pas leur vie finalement comme ils l'ont désiré. Alors, Ah, mais non, c'est sûr. Bah, par contre, si je me levais tous les matins à 8 heures, oui, là, j'aurais besoin de manger. mm, C'est juste que aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, en vrai, ta vie, elle commence jamais avant 9 h, 10 h. Tu mm, vois, enfin, tous les rendez-vous, c'est à peu près à ces horaires-là. Tes réunions d'équipe, oui, tu peux les faire à 8 heures, mais c'est quand même rare. Donc, en effet, nos journées sont beaucoup plus longues. On les finit souvent vers 20 h, 22 h. Donc, oui, bah, tu as un peu plus le temps de dormir le matin. Ça se revient au même hein, au puis final, t'es mais marié avec un latino, alors c'est plutôt ah, décalé laisse vers tomber. vers Ah le oui, soir. c'est quand on danse la salsa, alors là, c'est jusqu'au bout de la nuit. Et ça peut arriver même en semaine. Et j'assume, et c'est la vie, voilà. Et on croque la vie. On croque la vie. Et c'est pour ça qu'on est là. Hein. On est que de passage. C'est clair. Bah justement, je voulais aussi parler un peu toujours un peu de psychologie, de santé, de forme, et te demander quels sont les rituels, que ça soit, on va dire, spirituels, mentaux ou physiques, tu en as Mm. déjà un petit peu parlé, qui comptent le plus pour toi, qui vraiment sont des indispensables de ton quotidien. Alors, il y a deux choses. On parlait du soir et donc de ces journées parfois qui finissent très tard et tu rentres dans ton lit et tu es encore dans ta journée ou tu es encore dans la soirée ou le dîner que tu viens de passer. Moi, j'ai souvent du mal à décrocher et grâce aussi au confinement, notamment, j'ai un peu plus appuyé ma découverte de la méditation guidée. Je ne sais pas Ok. encore méditer seule, hein, voilà, donc soyez rassurés. On n'est pas des surhumaines. Juste, moi aussi, je me fais guider par des applis qui me font du bien. Et le soir, même si dans l'appli ils disent qu'il faut être sur un mur, en tailleur, assis, Ouais. moi je suis allongée, ça me va très bien. Et j'écoute ma petite méditation. Des fois, j'entends rien à la méditation parce que je suis encore dans la soirée. Je remets le podcast pour écouter, m'apaiser et m'endormir avec. Donc ça, c'est vraiment un truc où quand j'étais... Et je te parle pas que de l'entrepreneuriat là, mais l'entrepreneuriat familial et de construire un appartement, par exemple, c'en est un aussi. Et on s'est associé avec Juan il y a peu de temps pour une refonte d'appartement dans lequel on est. Et on est très heureux, mais ça a été long et Ouais. laborieux. Et en fait, quand tu vas vivre dans un lieu où tu projettes que tout va bien se passer, que tout va aller tellement mieux quand tu y seras, et que finalement rien ne se passe comme prévu, et ben ça peut vraiment mentalement t'affecter. Ça l'a été pour moi. Heureusement, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous, mais vraiment, la méditation m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à ce moment-là. Et puis l'autre chose, c'est
Alors, il y a le bon carburant, donc l'alimentation, on en a déjà parlé. Et puis le sport, enfin, le fait de... En fait, juste, moi, j'imagine toujours une espèce de marmite qui bout, et puis auquel tu as scellé le couvercle, et puis, C'est une tu bonne vois... image. Non, mais c'est vrai, la vapeur, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Donc, pour moi, le sport, c'est ce petit... Tu sais, qui sort de la marmite de mamie quand ça surchauffe. Donc, le sport, le pilate, le yoga, essayer d'aller vers des sports qui sont un petit peu plus doux que nos activités d'hyperactive, voire de superactive. Et je sais que c'est ton cas, je sais que c'est mon cas. Donc, des fois, plutôt que de faire des sports qui vont être aussi un peu dans la violence de nos activités, en tout cas de notre mental, ça fait du bien de l'apaiser. Donc là, tout à l'heure, après notre rendez-vous, j'ai un petit cours de pilates avec Ludivine, avec qui on a coécrit aussi un des livres autour du pilates. Et je sais que ça va me faire du bien. Et pourtant, j'aurais pu créer plein de rendez-vous à ce moment-là, mais non. Se garder des petits, voilà, des petits temps. Tu ne mets pas dans ton agenda pour que tout le monde le voit, à la limite, au bureau. Tu mets juste rendez-vous à ne pas décaler. Tous les mercredis, tous les vendredis, j'en sais rien. Mais au moins, c'est ton moment et tu ne bloques rien d'autre à part ça. Et toi qui vois, tu as énormément de personnes qui te suivent sur les divers réseaux et qui ont lu tes livres, notamment sur le mindset, sur la forme. C'est quoi finalement les grandes erreurs que les gens commettent? Tu vois, ils sont pas forcément bien, ils ont plus cette énergie comme toi tu peux avoir. Est-ce que tu vois de manière fréquente soit des erreurs, soit des idées fausses justement que les gens peuvent avoir sur leur forme, leur santé? Se dire qu'ils ont mal partout et que c'est pour ça qu'ils ne pratiquent pas de sport, même le plus doux possible, ça c'est une erreur parce que le mouvement en fait c'est la santé. Le mouvement va potentiellement en fait en finir avec ce mal de dos que tu traînes depuis peut-être des mois ou des années. Et il suffit juste déjà, avant de se lancer seul, de se faire accompagner par un professionnel ou de la santé ou du sport pour simplement te donner les clés, vous donner les clés des mouvements qui vous feront du bien. Ça peut être juste des étirements le matin, des étirements le soir, et tu verras que c'est pas en restant dans ton canapé ou sur ta chaise de bureau que tu vas enrayer tout ça. Et la machine, en fait, elle a besoin tu vois, comme une voiture, hein, d'un contrôle technique, de rouler pour que derrière la batterie continue de fonctionner. Donc ça, c'est déjà une idée. Une idée reçue qui me semble erronée et que j'aime à rappeler. Le mouvement, c'est la vie, les amis, c'est comme l'eau. Voilà, il y a toujours du mouvement dans l'eau. Et puis, que bien manger, ça coûte cher. C'est pareil, ça, je pense qu'on peut arrêter de le dire, de sourcer, d'aller voir. Là, je parle peut-être plus des personnes qui habitent plus proche de la province, tu vois, où en fait, à côté de chez toi, tu as toujours une petite ferme, un agriculteur qui va pouvoir te proposer des produits, même que ce soit légumes, fruits, mais produits aussi laitiers, du beurre, du lait, à proximité, que tu trouveras carrément moins cher qu'à ton supermarché, et tu sais en plus d'où ils viennent. Ouais. Donc, je sais pas, rien que pour vos enfants, faites-le, quoi. Faites-le, apprenez-leur à toucher, à connaître. Voilà, même un poulet, un poisson, bon, demandez-le au boucher ou au poissonnier de comment on dit, tu vois, j'ai pas les mots quand on enlève les arêtes là. Bon, voilà, alors ça, j'ai aucune idée de comment on dit. Le lever le poisson. C'est vrai, lever le poisson. Lever le poisson. C'est vrai que c'est plus facile d'acheter des filets tout faits. Mais quand tu demandes aux gamins, c'est quoi un colin à l'école? Ah c'est un truc carré avec de la chapelure dessus. Enfin, je sais même pas si ça veut dire chapelure, mais tu vois, juste apprendre, sentir. Et quand je vois les enfants de nos amis chefs, restaurateurs, et qui connaissent mais plus de produits ou de races de poissons que moi, je me dis, mais putain, j'ai loupé le coche à un moment donné de ma vie, et c'est génial, ils touchent, ils font la recette avec papa, mais c'est fou, j'ai trop envie de leur apprendre ça moi aussi, et c'est l'avenir. Donc si on leur apprend ça derrière, évidemment que la terre ira mieux grâce à eux aussi. D'où ça te vient d'ailleurs, cet amour de se sentir bien, d'être sain? C'est quelque chose qui est hérité de ta famille? C'est parce que je crois que tu viens de Bretagne, c'est ça? Ouais. Je sais, peut-être difficile comme question, mais j'ai l'impression que c'est vraiment complètement toi. Et d'ailleurs, ça se voit au travers de tout ce que tu fais, de toutes tes actions. Est-ce que tu aurais une piste de savoir, c'est parce que tes parents t'ont éduqué comme ça? C'est parce que tu as fait des rencontres? C'est juste que tu as eu un déclic à un moment?
Non, je pense que mes parents, ils sont pour beaucoup. Ma maman et mon papa ont toujours eu un spirit hyper positif et sportif où, en fait, le week-end, on restait jamais à la maison et c'était pour aller découvrir en France. Hein, on n'a jamais voyagé au-delà de la France. On avait un camping-car. Et puis, mon papa allait pêcher. Puis, on se faisait des petits pique-niques avec ma maman. On apprenait à cuisiner. Enfin, en fait, il y avait tout un mode de vie qui était dédié à beaucoup au plaisir, c'est vrai. Mes parents travaillaient beaucoup, mais le week-end, c'était vraiment notre moment à nous. Le midi, ma maman, elle se débrouillait toujours pour rentrer à la maison, pour me faire à manger, que je ne mange pas à la cantine. Donc en fait, finalement, toutes ces bases-là, je pense que je les ai reproduites. Il y a surtout un moment où j'ai appris à vivre seule, où je me suis dit, mais où je me suis laissée un peu, pas en croûter, mais j'avais envie de sortir, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de mal manger, j'avais envie de pas faire de sport. Enfin, il y a toujours un moment donné où tu contres un peu cette éducation. Et en fait, bah, ça te rattrape très vite. Hein. Tu sais que tu es un peu mal au fond de toi, que tu as pris quelques kilos qui te font pas plaisir, bref. Et en fait, je me suis dit, mais non, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, j'ai grandi comme ça et je veux vieillir comme ça. Donc ouais, arrivé à Paris, je me suis dit que c'est pas parce que j'habitais pas en Bretagne que je pouvais pas bien manger, faire du sport. Alors autrement, hein, parce que j'avais plus l'océan pour surfer, j'avais plus la ferme de Kéroudi pour aller chercher les légumes, les produits que ma maman allait chercher chez eux et elle y va d'ailleurs toujours et je les embrasse. Et j'ai appris autrement. Et c'est vrai que Rouen a aussi été un bon moteur pour ça. Sur la partie alimentation et sur la partie sport, je pense que moi, je l'ai aussi amené dans mon univers. Donc c'est cool, on est complémentaires. C'est clair, ça se sent. Je saute encore du coq à l'âne, mais je voulais quand même parler un peu de ta carrière, tout autant mannequinat, dans le monde de l'influence, de toutes ces activités-là. En fait, ce qui m'intéresse plus, pour être honnête, c'est pas tellement de parler de ce que tu as fait, parce que ça, tu as déjà écrit dessus, enfin, tu en as beaucoup parlé, mais c'est plus de parler en fait de tes engagements et de responsabilités. Parce qu'en fait, finalement, tu es vraiment une figure publique. Enfin, là, en plus, j'ai vu que tu as dépassé le million de followers sur Instagram, donc c'est quand même assez dingue quand on y pense. Enfin, c'est génial. Dire, ouais, et donc, forcément, que tu le veuilles ou pas, tu es un exemple. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité, tu vois, dans ce que tu fais. Et je pense que, enfin, j'ai le sentiment, on ne se connaît pas si bien que ça, mais que tu t'en as parfaitement conscience. Et c'est pour ça que tu écris ces livres. C'est pour ça que tu veux faire en sorte d'éduquer d'une certaine manière ton audience. Et je trouve ça hyper cool. Et je voulais te demander, à quel moment est-ce que tu as eu peut-être un déclic de te dire, j'ai cette responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, je ne le fais pas juste pour moi, tout ça. Je le fais aussi pour d'autres gens. La première fois où je me suis sentie responsable sur ces sujets-là, c'est quand en fait on m'a posé la couronne de Miss France sur la tête et que la première question qu'on m'a posée dans l'organisation, c'était quelle cause est-ce que tu souhaiterais défendre? Et là, je me suis dit, oh là là, donc ça veut dire que toutes les causes que j'ai défendues jusque-là, bah, c'est vrai que tu piétines toujours un peu et c'est dur de faire entendre ta voix. Là, je vais avoir le temps, l'opportunité, on va me donner les moyens de pouvoir en parler au plus grand nombre. Et donc, évidemment, j'ai choisi l'écologie, ce qui n'avait jamais été abordé par aucune Miss France, parce que je ne vais pas te faire un schéma, mais on sait quelles étaient les causes qui étaient défendues et qui étaient d'ailleurs, qui en sont des causes nobles et que je défends aussi. Mais la partie écologie, pour moi, c'était tellement, ça coulait dans mes veines en tant qu'étudiante déjà, parce que j'avais créé des programmes autour du surf et des nettoyages de plage au sein même de mon école de commerce, avec des week-ends qu'on appelait surf écolo, où on faisait surfer les étudiants et en même temps on les éduquait à ramasser les déchets. On apprenait à combien de temps aussi ils mettaient à se dégrader. Bref, il y avait de l'éducation là-dedans. Et quand on m'a posé cette question, je dis bah, en fait, je veux juste faire la même chose pendant mon année de Miss France et aller éduquer les gamins à la sortie des écoles, en les amenant au bord des plages ou au bord des cours d'eau sur la Seine et leur expliquer que oui, quand on voit un déchet par terre, ben, on n'est pas obligé de l'ignorer, on peut courber le dos et apprendre à ses parents aussi à le ramasser, à le mettre dans une poubelle. C'est un peu bête ce que je dis, hein, ça va pas changer le cours de l'univers, mais là je me suis dit bah ouais, ma responsabilité elle est peut-être là. Alors c'est pas toujours simple parce que quand on essaie d'éduquer derrière, on a tendance à penser qu'on doit être irréprochable et c'est pas mon cas et c'est le cas de personne. Je cherche pas à être une écolo irréprochable, c'est quasiment impossible dans notre société moderne. Et c'est là que les difficultés, elles arrivent parce que on se fait pointer du doigt pour la moindre action qu'on fait. Et donc voilà, il faut apprendre un peu à
à se dire j'assume, j'ai ces convictions-là et je vais faire le maximum pour vous donner toutes les clés dans le positif pour agir de votre côté aussi. Mais c'est pas pour autant que je suis parfaite et je le serai jamais. Et heureusement. Et ça, c'est cool que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de jugements, notamment sur les réseaux sociaux, Ouais. et que toi, avec 1 million de followers, forcément, Ouais, tu as beaucoup de bien, de bienveillance, mais tu as aussi forcément du jugement négatif. Et je pense qu'éduquer aussi, tu vois, à arrêter de juger un peu hâtivement sur des choses où finalement, bah oui, personne n'est irréprochable, mais ils font du mieux ouais, qu'ils peuvent. C'est c'est assez cool ça. que tu vois que tu en parles. Ouais. Donc, Ouais, c'est ce que j'aimerais défendre aussi maintenant, que les gens comprennent quoi, hmm. que on n'est pas irréprochable et heureusement parce qu'on est juste humain, sinon on serait des machines. Ouais. Et puis eux le seront pas non plus, et c'est pas Non, c'est grave, quoi. sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer maintenant par mon petit crible, qui sont Ah, des questions personnelles. Alors, je ok. t'ai déjà posé plein de questions personnelles, hein, mais bon, est-ce que tu as vécu dans ta vie, ça peut être vie pro, vie perso, le sport, peu importe, un grand échec? Et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? C'est toujours difficile. On a plutôt tendance de parler de nos réussites que de nos échecs et c'est toujours le moment où je bug. Tu vois, j'aurais dû réviser et me préparer. Je le savais. Donc j'essaie de fermer les yeux et au pire tu couperas. Oui, 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 prends tout ton temps. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vécu. Oui. Alors, ça va aller au-delà de l'entrepreneuriat, mais on parlait de l'appartement et de l'endroit où on se sent bien pour travailler parce que quand on est auto-entrepreneur, eh ben, on travaille souvent de chez nous Mm. et d'autant plus depuis que le télétravail a explosé. Et en fait, ça faisait il y a 1 an, j'ai commencé à rechercher des appartements ou des maisons ou bref un endroit où je me sentirais bien parce que dans le précédent appartement dans lequel on vivait, il y avait pas assez de lumière et en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais à énergie solaire comme beaucoup d'entre nous et comme je pense que c'est ton cas. Et vraiment, je me suis mis un truc en tête, mais avec des exigences folles pour trouver l'appartement de mes rêves. Et évidemment, en fait, je me suis rendu compte que, à un moment donné, je me projetais beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'avant même qu'une offre ait été acceptée, et en l'occurrence, il y avait un appartement qui me plaisait, qui cochait toutes les cases. Bon, il y avait des défauts aussi, mais j'étais convaincue que j'allais y être, que j'allais être dedans. Et bref, on n'avait pas signé les papiers, mais l'offre avait été acceptée. Et je me projette. On va mettre ça là. Je vois déjà l'archi, je pense déjà au mobilier, bam. Et puis patatras, je vous passe les détails. Le truc s'est pas fait, on m'est passé devant. C'était limite même pas légal ce qui se passait, mais en fait, ça m'a dépassé. Et là, tous mes rêves se sont écroulés du jour au lendemain, où je me suis dit merde, donc il va falloir que je me remette dans ces Ouais. recherches, que je retrouve l'énergie nécessaire, que je renaisse en fait finalement de mon propre corps et de mon propre mental. En fait, il faut arrêter de projeter des choses Mm. quand on sait qu'elles peuvent nous filer sous les doigts. C'est, je place cet exemple-là avec un appartement, mais ça vaut pour tous les exemples Non, du c'est monde, clair. familiaux, professionnels. Donc voilà, la projection, c'est super, mais il faut pas qu'elle soit trop hâtive, parce qu'au risque d'être supra déçue, et en plus j'étais toute seule là-dedans, quoi. Je pouvais pas en parler à personne. Enfin, tout le monde aurait dit, bah oui, mais t'es con. Évidemment, t'es con. Bah, le truc était pas fait. Donc Ouais. voilà, c'était une petite leçon qui, j'espère, pourra vous être bénéfique. Mais je te rejoins à 400%. Pour te citer un mini exemple, je parle pas souvent de mon expérience chez Gemio, mais on a eu à plusieurs reprises des offres de rachat chez Oui. Gemio. Il se trouve qu'on vend plus la boîte, et d'ailleurs on cherchait pas à la vendre à l'époque, mais bon, parfois tu as des choses qui sont intéressantes qui peuvent arriver. Et en fait, ça ne s'est pas fait au final. Et en fait, ce qui était terrible, c'était pas tellement que ça ne s'est pas fait, parce qu'au final, on cherchait même pas à vendre la boîte initialement, mais c'est d'avoir fait tout le process, d'être rentré dans le truc, de s'être projeté, comme tu dis, Ouais, et finalement, ça ne se fait pas à la fin. En fait, tu es déçu alors que tu le voulais même pas c'est initialement. ça. Ouais. Oui, C'était assez oui. fou. Mais c'est intéressant, je pense, de l'avoir fait au final, parce que ça te redonne aussi un booster de confiance, Mmh. de savoir que tu as des investisseurs qui veulent racheter ta boîte. D'une certaine manière, déjà, ça te permet de la valoriser et de savoir combien, en fait, j'ai mis au coût aujourd'hui. Ça nous arrive avec Vida aussi ou Ouais, avec Parisienne à l'heure. Et derrière, tu te dis, bon, ça reste à moi, mais ça vaut tant. Et c'est moi qui ai fait ça avec mes petites équipes, parce qu'on n'est jamais seul et on le répète. c'est Et clair. ben, enfin voilà, il faut en retenir ça. Et Tout à pareil pour fait. l'appartement, regarde, au final, j'ai trouvé bien mieux et je l'ai refaçonné d'une manière Exactement. totalement Au final, je différente. suis sûre que maintenant, t'es pas Mais c'est déçu, sûr, évidemment. c'est Mmh. sûr. S'il y avait quelque chose à refaire pareil, dans ta vie, ta carrière, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu referais différemment? Les Rien. questions sont difficiles. Non, c'est pas Là, difficile parce qu'en vrai, je pourrais. En vrai, tu as toujours des petites ombres au tableau qui te font un peu
pardon, un peu chier, mais au final, en fait, tout a un sens. Et si on est là à se parler aujourd'hui de tout ça, c'est que ça devait arriver. Et je vais dire un truc, que Miss France soit passée par là, parce que souvent, on me répète, oui, mais c'est parce que tu as été à un moment donné médiatisée, que tu as pu créer tout ça. Que Miss France soit passée par là ou pas, j'aurais fait la même chose. Ça m'aurait pris certainement un peu plus de temps et j'admets que j'ai dû gagner peut-être 5 voire 10 ans de ma vie. Mais j'aurais 40 ans et on se parlerait au même moment. Et je me serais challengée de la même façon, avec les mêmes projets, les mêmes objectifs et les mêmes convictions. Et puis par ailleurs, Miss France, je veux dire, fait partie de qui tu es. Et bon, je me permets de dire ce que je pense, mais je vois pas comment on peut t'en faire le reproche ou te dire, enfin, tu as su saisir l'opportunité. Le nombre de Miss France, je suis désolée, qui en fait ne sont pas du tout aussi entreprenantes que toi, ne font pas autant de choses, il y en a plein. Et c'est pas un reproche, c'est juste que c'est pas leur vie, c'est pas ce qu'elles souhaitent. Donc en fait, c'est juste que tu as su saisir l'opportunité, le train qui passait. Et en fait, c'est ça aussi la beauté de la vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et on revient à la bonne petite étoile, mais il y a un truc qui s'est passé, il fallait que ça soit là à ce moment-là. Et c'est pas forcément un reproche qu'on m'en fait, mais on justifie souvent la réussite toujours à un moment donné de ta vie qui finalement a représenté pour moi 365 jours de ma vie. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas un métier, c'est pas une formation. Ça a été une formidable formation, mais Miss France, ça reste une année en fait. Et c'est pas toute une vie. Enfin, on devient quelqu'un au-delà de ça, et j'étais quelqu'un avant ça. Et je suis trop fière d'avoir transformé l'essai, comme tu le dis, de cette manière-là. Et certainement que ça m'a aidée, mais il n'y a pas que ça. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a quasiment pas parlé, tu vois, dans ce podcast. podcast. Merci, ça fait plaisir, parce qu'on associe toujours tout à ça, et j'ai aucun problème, et je renierai jamais ça. Mais j'ai vécu un voyage et une expérience incroyable. Mais ouais, malheureusement, j'aurais bien aimé un remandater, mais c'est pas comme la présidence, quoi. On peut ça pas ne fait remandater. pas. Non, je peux pas doubler le mandat ou le tripler. Déjà ça, et puis ça fait pas de toi enfin, tu vois, c'est pas un label, quoi. Je veux dire, il y a un moment, enfin, c'en est un, mais je veux dire, c'est pas, t'es autre chose que Miss France. C'est sûr, et c'est cool de le rappeler, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse ou quelque chose que tu as envie de partager qui te touche particulièrement? Figure-toi que quand j'avais écrit ce premier petit livre qui s'appelle Le métier de paraître, la vie d'une Miss, et qui a été justement l'occasion de tourner la page sur cette expérience de vie, j'avais écrit à la fin du livre, il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. Et je trouve que ça recoupe bien avec ce qu'on vient de se dire. C'est une jolie phrase. Hein. On a tout dans les mains. Après, ça dépend comment tu le disperses, comment tu le transformes. Il y a pas mal d'études qui montrent, alors je dis quelque chose de très vague, désolé pour les personnes qui aimeraient chercher plus de détails, mais il y a apparemment pas mal d'études scientifiques qui montrent qu'on a tous autant de chances en fait dans la vie, mais il y a certaines personnes qui arrivent à les saisir, ces chances, et d'autres qui ne les saisissent pas. Et donc il faut aussi faire plus de choses pour plus saisir sa chance, prendre plus de risques peut-être aussi, mais toi finalement, tu as accepté de saisir ta chance, tu vois, tu n'étais pas obligé d'accepter de postuler à Miss France. Enfin, il y a plein de choix que tu aurais pu faire différemment. Et comme toi, je pense qu'on a su et on sait saisir les chances qui se pointent devant nous, et parfois par flemme ou par des intérêts, on a tendance à passer de l'autre côté de la route. Et nous, je pense qu'on est dans l'action, et que même si ça se fait pas, on a quand même envie d'essayer. Et finalement, c'est ça la vie, c'est juste essayer. Puis au pire, ça fonctionne. Bon, ma dernière question, c'est une question concernant les livres, parce que moi, je suis un rat de bibliothèque, Laurie. J'ai toujours adoré lire, et du coup, c'est aussi pour ça que j'étais trop contente de pouvoir participer à ton livre. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué dans la vie, qui a été hyper important pour toi? Ça peut être une BD, ça peut être... Enfin, vraiment, mais comme tu veux. Il y en a pas mal. Il y a les 5 accords Toltec, mais bon, c'est peut-être pas très original. Bon, mais c'est ma marraine en plus qui m'a... Comment tu l'as découvert, ce livre? C'est ma marraine qui m'a dit faut absolument que tu lises ça, et je pense qu'elle était aussi consciente que j'ai pas toujours une tranquillité d'esprit qui me laisse dormir la nuit, et on a beau faire comme si tout allait bien tout le temps, bah, c'est pas toujours mon cas aussi. Et je trouve que ces 5 accords Toltec nous permettent de prendre le recul nécessaire. Ça a commencé par les 4 accords Toltec, et du coup j'ai eu le 5e là cet été. Donc voilà. Et c'est bien de le relire. Je trouve que c'est un livre que tu peux oublier. Enfin, tu sais ce qu'il t'a apporté, mais c'est cool aussi de le relire, et c'est ce qui m'est arrivé cet été. Pour jamais oublier que
Ouais, qu'on doit juste prendre le recul nécessaire parfois sur des objectifs, des obstacles, la vie, quoi, tout simplement. Laurie, je te remercie 1000 fois. Merci vraiment de m'avoir accueilli chez toi en plus, d'avoir mis Trop cool. une petite pause sur ta musique pour qu'on fasse ce podcast ensemble. Bah, Alors, ouais. juste quand même, avant qu'on se quitte, le livre, où est-ce qu'on le retrouve? Alors, donc notre petit livre Notre petit Happy bébé. Entrepreneur, voilà, on va vous apprendre à vous challenger, à lancer votre activité, garder la motivation, booster votre leadership. Ça sort le 14 octobre, accompagné de 2 autres petits livrets, de la même manière, constitués un peu, comme ça, un autour du pilate, un autour de l'automassage du visage. Donc rien à voir, Très mais facile à lire, complémentaires. très Oui, agréable. voilà, l'idée c'est que ça se lit comme un magazine Ouais. et on pourra le retrouver évidemment à la Fnac, dans vos librairies, surtout soutenez vos libraires et puis sur internet aussi, enfin vous connaissez les Et il est sites. dispo en précommande, si je me trompe pas. Il est dispo en précommande, il le sera 15 jours avant la sortie. Parfait. Ouais. On te retrouve sur Instagram, on te retrouve sur ton podcast, peut-être, dont on peut Oui, parler oui, malgré tout. Alors, je ne sais pas si au moment où on a diffusé cet je épisode, il pense sera que encore si. sorti. Si, bah, du Ouais. coup, tu peux nous en dire un tout petit peu plus quand même, peut-être? Oui, je voulais me lancer dans le podcast et tu es l'une des personnes qui m'a donné envie de le faire et je te remercie d'ailleurs pour tes petits conseils estivaux. On en a échangé et j'avais envie de lancer un podcast qui prend un peu le contre-pied du bien-être justement parce que j'en parle beaucoup et justement je parle souvent de tout ce qui va et de tout ce qu'on peut faire pour que ça aille. Et les réseaux sociaux, c'en est une formidable vitrine. C'est vrai qu'on montre plutôt tout ce qui roule et quand on fait du sport à la salle, quand on mange bien, quand on a Hmm. le smile et que tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les moments down? C'est ce dont j'avais envie de parler et de répondre en fait à toutes les questions qu'on me pose 18 fois par jour. Mais comment tu fais pour être au top tout le temps? Ouais. Et comment tu fais pour rester positive? Mais tu fais du sport tous les jours. Et comment tu fais pour te sentir légitime et pas sentir le syndrome de l'imposteur après tout ce que tu as fait? Tout ça, je vais y répondre et de la manière la plus sincère, authentique possible, sans filtre, sans image. Et ça va me faire le plus grand bien. C'est clair, tu vas voir, je pense que tu vas te rendre compte, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec le podcast, c'est que c'est presque plus pour moi maintenant Ah bah que je ouais. le fais quoi. Ah bah je me fais une autopsychanalyse toute seule là. Je te jure, je suis en plein dedans. C'est magnifique. D'ailleurs, j'enregistre le troisième demain. Et oui, je pense que ça sera en ligne quand le tien le sera. Génial, et ça s'appellera le podcast de Ça Laurie Tillman. s'appellera Comment tu fais? Comment tu fais? Bah ouais, parce qu'on va partir de tous les questionnements qui animent nos vies et notre entourage tout le temps. Cool, merci Laurie. Merci à toi, Pauline.